Merci à tous. Je pense qu'on a 2 micros, c'est parfait. Avant de passer à la séquence suivante, je me permets de vous informer qu'on va inverser les 2 dernières séquences de la journée. Donc on remettra les prix de l'égalité professionnelle, à mon sens, vers 18h30, avec le retard que nous avons, ou un peu plus en amont, on va voir le temps que ça dure. Et donc on a la chance et l'honneur d'accueillir Madame la ministre Firmin Lebaudot, qui nous a accueillis, qui nous a rejoint. Et je vous remercie de l'applaudir pour son entrée, s'il vous plaît. Et je vais avoir l'honneur de conduire les échanges et les questions avec Madame la ministre, comme vous le savez, mais je le rappelle, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. On va aborder, Madame la ministre, et je vous en remercie encore aujourd'hui devant tout le monde de votre présence. Nous allons aborder ensemble 2 sujets principaux. Les travaux de votre ministère en faveur des professionnels de santé et aussi les questions d'organisation du système de santé. Sur la première séquence, sur la question de l'action, les chantiers du ministère en faveur de la santé des professionnels de santé, je me permets déjà de rappeler à tous les collègues qu'il y a eu un lancement en mars 2023 d'un chantier national pour élaborer une stratégie pour la santé des professionnels de santé. Et ça a fait suite, ça a permis d'ailleurs de lancer un questionnaire en ligne qui a été un succès. Vous allez probablement nous le rappeler dans quelques secondes. Je me permets aussi de rappeler que ça fait suite à beaucoup de demandes des hospitaliers, de manière générale, de leurs managers aussi. Je rappelle que nous avions nous aussi lancé différents questionnaires que nous avons eu la chance et l'honneur de vous présenter. Et le SMPS était aussi présent dans les groupes de travail que votre ministère a menés. Alors, je me permets, Madame la ministre, donc de passer directement aux questions pratico-pratiques, parce que c'est aussi ce que souhaitent entendre et échanger avec vous les collègues. Suite probablement à cette politique, à ce plan d'action que vous allez peut-être nous rappeler, on se pose une question très pratique. Est-ce que la santé des professionnels de santé est mesurable ? Est-ce qu'elle le sera ? Comment envisagez-vous de mener cette action si tant est qu'elle est menable ? Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas si je suis petite, si la chaise est petite ou si la table est grande, mais ça fait bizarre. Merci en tout cas de votre invitation pour un échange et pour peut-être faire un point sur là où nous en sommes, sur les chantiers que nous avons lancés, sur des chantiers importants et sur des chantiers sur lesquels vous êtes, et je vous en remercie vraiment, très actifs à nos côtés. Vous le savez, la santé des professionnels de santé... Ah bah oui, mais là, c'est moi qui suis... Non, je préfère qu'on soit ridicule. Non, je préfère qu'on soit ridicule à 2. Allez, on y va. Hop. Voilà, faire et défaire, c'est toujours faire. Soyez sympa. Ouais. C'est soit on grandit tous les 2, soit on reste comme ça tous les 2. Je voulais proposer, la ministre. Ne pas perdre le fil. Donc, la santé des professionnels, rire, ça fait du bien aussi. La santé des professionnels de santé, vous savez, est un enjeu majeur. Ce n'est pas à vous que je vais le rappeler. C'est votre quotidien. Et comme quand on ouvre les chantiers, c'est un sujet difficile. Parce que très clairement, je le dis, lorsque j'ai ouvert ce chantier, comme tous les chantiers que je souhaite ouvrir, je le fais à la fois sur les 2 jambes qui fondent notre système de santé, c'est-à-dire à la fois les établissements, mais aussi le secteur dit de ville, comme ça on se comprend. Et ben c'est pas si simple que ça de faire les 2 en même temps, mais je pense que c'est important. Alors, est-ce qu'on pourra mesurer ? Est-ce qu'on peut mesurer ? Et comment on peut faire ? Alors, d'abord, vous dire que le peu de documents que nous avions laisse à penser que d'abord, ce n'était pas un sujet sur lequel nous nous étions collectivement penchés. L'état des recherches sur la santé des pros de santé était pratiquement inexistant. C'est le constat qu'ont fait ma fameuse triplette qui a travaillé sur le sujet. Philippe de Normandie, Marine Crest-Guilly et Alexis Bataille. Et donc, la première action avant le mois de mars a été de lancer un programme de recherche sur des axes importants. La santé des femmes et l'incidence du cancer, notamment sur les professionnels qui travaillent la nuit.
sur notamment le lien entre addiction et professionnels de santé et sur la santé mentale des professionnels de santé. Ce sont 3 axes sur lesquels des bourses de recherche ont été attribuées. Et là, les recherches sont lancées pendant 2 ans. Ça nous permettra de documenter ce que nous pressentons. Et après, comme toute politique publique, ce qui n'est pas culturel en France, c'est qu'on doit pouvoir les évaluer. Et au moment où on lancera des mesures, ce qui devrait arriver d'ici maintenant quelques semaines, puisque j'avais dit avant fin décembre et je crois qu'on y arrive bientôt, je souhaite mettre en place des indicateurs pour nous pouvoir permettre, alors là, ce n'est pas évaluer une politique publique, quoique, mais évaluer notre santé collective. Alors, parfois, on parle du moral des Français. X% des Français disent qu'ils vont mieux. Peut-être on pourra parler du moral des professionnels de santé comme étant un indicateur, mais il y a bien d'autres choses sur lesquelles on pourra travailler, sur les troubles musculo-squelettiques, par exemple. Voilà, il y a des enjeux autour de la santé mentale, il y a des enjeux physiques, il y a plein d'indicateurs. Mais comme pour le reste, ces indicateurs, ils devront être définis collectivement. Mais je pense que c'est important de pouvoir mesurer comment les professionnels de santé vont, si sinon c'est un peu difficile de lancer des politiques publiques sans pouvoir les évaluer. Ça, j'en suis, moi, intimement convaincue. Merci, Madame la Ministre. Vous l'avez cité, la santé mentale est une de vos priorités. C'est une de nos priorités en tant que manager, puisque antérieurement au Covid, avec le Covid, on constate des difficultés chez nos collègues, chez tous nos collègues. Y a-t-il, nous avons bien compris qu'il va y avoir des mesures spécifiques pour mesurer justement cette santé mentale des soignants, pour disposer d'indicateurs. Est-ce que est-ce que vous envisagez quelques mesures spécifiques qui vous semblent urgentes pour cette santé mentale des soignants au sens large, au lit du malade, l'agent de service hospitalier, mais jusqu'au directeur en passant par la ligne d'encadrement et les médecins, bien sûr? Alors, quand je parle des pros de santé, c'est un peu un raccourci. Je le dis volontairement. Très clairement, on souhaite embarquer tout le monde et il n'y a pas de distinguo entre le médecin-chef et l'aide-soignante. Je vais être très clair sur ce sujet. On veut embarquer tout le monde sur cette affaire. D'abord, la difficulté, et vous êtes, à mon avis, les mieux placés pour le voir, c'est de faire prendre conscience à un professionnel de santé qu'il est en difficulté. Donc tout le travail autour de la pérédance, comme ça se fait dans des endroits, par exemple, comme la Villa M, est important. On a vu des plateformes qui sont très intéressantes, plateformes d'écoute qui se sont beaucoup développées pendant le Covid, qui existaient déjà avant. Je suis allée voir Mots à Toulouse, qui existait depuis très longtemps, suite d'ailleurs à un accident, à un drame survenu à un professionnel de santé. Je me suis essayé à faire un petit sondage auprès des quelques professionnels de santé que je connais. Je commence à en connaître pas mal, de savoir qui connaissait ces plateformes d'écoute. Eh bien, je peux vous assurer qu'on a du boulot. Et pourtant, c'est utile. Et c'est utile parce que des plateformes d'écoute où vous êtes sûr d'avoir un soignant au bout du fil, donc qui comprend ce que vous dites, c'est déjà une première étape nécessaire. Parfois, ça suffit. Parfois, il y a nécessité d'orienter. Mais le risque, et là aussi, je vais être très clair, je ne vais pas me faire que des amis, mais le risque, c'est de voir ces plateformes d'écoute se multiplier. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait la facilité pour le professionnel qui a besoin d'une aide, de pouvoir trouver ce numéro facilement, qui pourrait après, les personnes écoutant, pouvoir l'orienter, mais c'est ça. Donc la première des étapes, c'est de développer ces plateformes d'écoute. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est déjà une première réponse. Et puis après, une fois qu'on a écouté le dit professionnel, c'est de pouvoir lui apporter une réponse concrète s'il y a besoin d'une prise en charge au-delà de l'écoute. Et ça, vous savez à quel point c'est difficile à construire, mais on ne baissera pas les bras et on apportera des solutions. Cette santé difficile pour les soignants qui est démontrée dans les chiffres qui ont été remontés au ministère grâce à votre sondage en ligne et qui sont remontés aussi par d'autres organisations comme le SMPS, pose aussi la question de l'organisation de nos services de santé au travail, puisque c'est censé être leur mission de nous aider, de nous épauler, de nous accompagner pour réussir à avoir des professionnels, des collaborateurs en bonne santé sur toute la ligne, bien sûr, hospitalière.
Vous connaissez la situation des services de santé au travail avec des difficultés de recrutement médicaux, parfois une difficulté d'attractivité, y compris pour les paramédicaux dans ces services. Est-ce que toutes ces questions qu'on se pose avec vous aujourd'hui et que vous posez au ministère, est-ce que ce n'est pas l'occasion de repenser l'organisation, l'offre de ces services de santé au travail, de penser différemment les répartitions des missions, des tâches, peut-être aussi à d'autres professionnels, peut-être aussi avec le télétravail? Est-ce que ce n'est pas l'occasion de changer les règles des services de santé au travail pour nous aider encore davantage sur les territoires? C'est une question qui mériterait plus que 2 minutes de réponse, tellement elle est vaste et compliquée. Mais dans votre question, vous avez déjà évoqué les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Pour revenir sur la première question sur la santé mentale, il y a un enjeu de formation aussi sur la santé mentale. Et si on pouvait être un maximum à être formé, ne serait-ce qu'au brevet national de secourisme en santé mentale, qui connaît un succès fou, enfin, c'est malheureusement, mais 55 000 ont déjà été formés. L'idée, c'est vraiment d'aller plus loin. Et c'est aussi important que certains professionnels puissent se détecter chez des confrères, chez des collègues, ces prémices de mon confrère ne va pas. Sur la santé au travail, c'est une partie du chantier qui est le nôtre. Je le dis, ça ne doit pas être que ce chantier-là. La santé des professionnels de santé, c'est bien sûr la qualité de vie au travail. Ça n'est pas que la qualité de vie au travail. C'est aussi ça, mais pas que ça. Sur la santé au travail, une proposition de loi avait été votée en août 2021. Ce chantier-là, bien sûr, on l'a évoqué, et je l'ai évoqué avec Olivier Dussopt, le ministre du Travail, un chantier énorme. J'allais dire, je mettrais presque sur le même pied la santé au travail et la médecine scolaire. On n'a plus de médecins du travail, comme on n'a plus de médecins scolaires. Faut faire de cette voie qui est nécessaire un métier d'attractivité. Il faut aussi travailler auprès des infirmières au travail, comme il faut travailler de la même façon avec les infirmières scolaires. Parce que quand on peut aussi, sur le lieu de travail, accompagner les professionnels en difficulté, il est important de pouvoir le faire. Et vous avez fait allusion au questionnaire. Je vais quand même dire que 55 000 d'entre vous ont répondu à ce questionnaire. Alors, si on compare par rapport au nombre de soignants, on peut se dire que ce n'est pas beaucoup. Si on se dit qu'en 3 semaines, un questionnaire lancé, je ne vais pas dire en catimini, mais presque, sur le site du ministère de la Santé, 55 000 ont répondu, ça veut dire que le sujet est un vrai sujet. Et c'est pour ça qu'on le prend et qu'on essaye de le traiter à la fois avec rapidité parce qu'il y a urgence, mais avec, j'allais dire aussi, de prendre le temps de vraiment le traiter avec sérieux. Le chiffre le plus... Tous les chiffres sont flippants, excusez-moi l'expression, mais c'est celle qui me vient l'expression à la tête. 70% d'entre nous disent ne pas bien dormir. 55% disent avoir déjà subi un burn-out. 38% disent ne pas bien manger. C'est pour faire le lien avec la table précédente, au bout de la conversation que j'ai entendue. Mais ça veut dire aussi que notamment dans les établissements où il y a le travail de nuit, je pense que le décalage entre comment la nuit, enfin voilà, tout ça, ce sont des chantiers sur lesquels on doit travailler parce que, voilà, et je ne vous donnerai pas les chiffres sur les addictions, mais c'est ceux qui m'ont le plus alerté, vraiment, et je ne les donnerai pas, mais ils sont, alors là, c'est plus que flippant. Vraiment, le chiffre sur les addictions, c'est pour ça qu'une étude est lancée sur ce sujet, parce que pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, c'est accessible plus facilement peut-être, mais le chiffre sur les addictions doit nous inviter collectivement à avoir un grand chantier à la fois de prévention, mais aussi de veille sur comment on peut se fournir trop facilement certains produits lorsqu'on est professionnel de santé, vraiment. Et puis, 12% des 55 000 disent ne pas avoir de médecin traitant. Et bien ça, c'est comme tout le monde en France. Donc, ça, c'est pareil. Donc, et puis, il y a un petit enjeu sur les vaccins, où je crois plus de 20% disent ne pas avoir leur vaccin à jour. Et ça, c'est pas bien. Et ça, c'est pas bien. Ça montre que la santé au travail ne contrôle pas tous les vaccins. Ou ça montre aussi qu'il y a une petite réticence face aux vaccins. Petit sujet d'actualité, mais quand même. Non, mais pour revenir à la question de la santé au travail, c'est un vrai enjeu. Peut-être de réorganisation, peut-être de la penser un peu différemment. C'est un enjeu important.
Vous rappelez que la partie de ville, elle, n'a pas de médecine du travail. Donc, c'est comment on répond aux médecins, à l'infirmière libérale qui n'ont pas de médecine du travail. Donc, eux qui ont zéro chance de pouvoir avoir un contrôle ou à un moment ou à un autre. Je pense que la réorganisation de la médecine du travail, elle doit pouvoir se faire. Elle doit se faire pour les établissements, j'allais dire, hospitaliers. Je pense qu'elle doit se faire bien plus largement que ça encore. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'apporte pas de réponse. Et on voit bien que la crise sanitaire, là aussi, a permis à certains de la penser un peu différemment. Et que, par exemple, Foch, avec sa maison de santé qui est ajustée à l'hôpital, a permis d'apporter une réponse. Ça n'est pas la médecine du travail telle qu'on l'entend, mais au moins c'est une façon de prendre soin des professionnels de l'hôpital. Merci. Vous avez cité les chiffres du questionnaire national. Je me permets de rappeler aux collègues que nous avions les mêmes chiffres sur l'enquête SMPS que nous avons menée auprès des managers publics de santé. On avait 2/3 d'entre nous qui déclaraient aussi avoir des problèmes de sommeil, la moitié d'entre nous qui disaient avoir des symptômes de burn-out. Bref, on a été surpris. La ministre non, puisqu'elle avait les chiffres en amont évidemment du questionnaire. Lorsque nous avons partagé, nous avons été surpris de constater évidemment ce niveau très élevé tant chez l'ensemble de la collectivité hospitalière que chez les managers. Nous avons constaté donc cette égalité en termes de risque ou de difficultés chez l'ensemble de la communauté. Donc du coup, je me permets de vous poser cette question, Madame la Ministre. Qu'est-ce que l'État peut faire, en plus de ce qui est fait actuellement, pour soutenir et aider cette ligne managériale dans les difficultés qu'elle connaît et également, est-ce que vous auriez des demandes particulières sur les actions de la ligne managériale pour accompagner ce mouvement du ministère pour essayer d'améliorer et pour réussir à améliorer la santé au travail de tous nos collaborateurs? De toute façon, je le dis, l'État ne peut pas tout seul et l'État ne doit pas tout seul. Moi, j'en suis intimement convaincue sur ce sujet-là particulièrement. C'est bien ensemble qu'on va réussir à apporter des réponses. Et le plan qui sera présenté résulte déjà et résultera d'une large concertation. Ça, je suis assez claire sur la façon dont on doit travailler. D'abord, dire que dans le plan qui sera présenté, on n'oublie pas les managers non plus. Enfin, je veux dire que quand je dis on va très large, on va jusqu'au manager que vous êtes. Répondre à votre question comme ça, abrupto, c'est pas si simple que ça. D'abord parce que si je commence à répondre, ça veut dire que je vais commencer à dévoiler des mesures et ça, je ne veux pas le faire. Il y a à la fois, j'allais dire, des mesures qui devront être assez pragmatiques. D'abord pour tout de suite accompagner un manager en difficulté. Je le redis parce qu'un manager qui serait en difficulté, derrière, c'est tout le monde qui est en difficulté. Donc je crois que là, faut être très clair, c'est un manager en difficulté doit aussi, lui, pouvoir trouver une réponse pour être accompagné. Et on le voit bien, et ça c'est valable pour tout le monde, hein, c'est valable pour tous les managers, il doit être accompagné tout de suite. Et un manager en difficulté, il n'y a rien de pire pour que l'établissement ne puisse pas derrière aller bien. Et les mesures, elles doivent être, j'allais dire, multifactorielles. Il y a comment on accompagne avec des mesures pragmatiques de réponse, comment on accompagne un manager qui souhaite, lui, développer une politique, j'allais dire, un peu différente, parce qu'à un moment donné, il se rend compte que dans son établissement, il y a peut-être un problème un peu plus particulier, et comment on peut ensemble apporter une réponse. Je n'oublie pas que l'enjeu majeur, c'est l'enjeu de prévention, et que ça, pour le coup, on doit pouvoir les construire ensemble. Et puis, il y a les enjeux de qualité de vie au travail, il y a comment on répond à plein de choses, mais c'est, j'allais dire, ensemble qu'on va apporter les réponses. Ce n'est pas l'État qui sera à la manette pour vous aider à faire fonctionner votre établissement, mais par contre, pour vous accompagner à bien le faire fonctionner, la réponse est oui, et ça ira dans les deux sens. Mais je le redis, le plan qui sortira dans les semaines à venir, c'est vraiment des mesures. Il y a certaines mesures qui seront forcément du temps long, parce que difficile à mettre en place et à organiser sur tout le territoire. Et puis, il y a des mesures qui devront être très pragmatiques, qui nous permettront d'aller vite dans le diagnostic. Et je crois aussi à certaines mesures du aller vers. Je suis intimement convaincue que quand on va sur place,
Allez, je vais en donner une parce que j'ai envie, celle-là. J'ai envie. Non, mais on l'a fait au ministère de la Santé la semaine dernière. Quand on dit le bus de Claire Mounier qui prend en charge la problématique cardiovasculaire des femmes et le suivi gynéco. Et bien, quand vous allez sur place et que vous dites aujourd'hui, on peut vous contrôler vos problèmes de santé, et ben, vous avez 150 femmes qui se sont inscrites, qui sur leur temps de travail sont descendues et à qui on a permis de faire un contrôle. Et ben, ces mesures-là, c'est une mesure pragmatique qui nous permet, et je peux vous assurer que quand on regarde les résultats, et ben, on se dit que c'est utile. Et on a peur, vraiment. Et donc, des actions comme ça, on va essayer d'en développer, parce que c'est une réponse pragmatique. Et je dis, pour le coup, le jour où on ira au pied de votre établissement, eh ben, vous pourrez... Alors, messieurs, on essaiera de penser à vous aussi, hein, parce que là, on parle des femmes, mais on essaiera de penser aux messieurs. On fera ça, mais on permettra aussi aux professionnels de la ville du dit établissement de venir. Tout ça, ça s'organise. Mais ça, c'est une réponse, j'allais dire. Et là, on prend... puis après, on peut découvrir autre chose. Donc, on va essayer de développer aussi ces dispositifs qui sont des dispositifs, j'allais dire, du temps court et qui sont sûrs, auxquels on apporte une réponse tout de suite sur la santé. Après, sur les enjeux autour de la qualité de votre travail, je le redis, c'est un chantier un peu plus long sur lequel on a encore à construire, mais pas tout seul, en interministériel. Merci. Le gouvernement a lancé en septembre 2023 un plan d'action pour garantir la sécurité des professionnels de santé. Ça fait partie aussi, bien sûr, de la santé de l'ensemble des professionnels de santé. Suite au rapport Masseron-Millon, qu'évidemment nous avons tous lu dans le détail, Madame la Ministre, est-ce que vous pouvez aujourd'hui repartager et nous dire votre sensibilité sur les mesures principales ou les plus importantes pour vous dans ce plan d'action pour la sécurisation, la sécurité des professionnels de santé, s'il vous plaît? Alors, ces deux chantiers, je les ai lancés presque en même temps. Pour moi, ça fait partie de chantiers majeurs, d'abord pour les professionnels de santé, pour la fidélisation et l'attractivité des métiers de la santé. Malheureusement, celui de la sécurité des professionnels de santé, j'aurais aimé ne pas avoir à le lancer, mais c'est un constat. Il faut que nous avancions sur ce sujet et on ne va pas faire un débat de société. C'est un sujet de société auquel on doit apporter des réponses et on va les apporter pour les professionnels de santé. Les chiffres sont édifiants, tout le monde les connaît. Je ne vais pas revenir dessus, ce qui m'a amené à confier cette mission. Là aussi, sur les deux pieds, Jean-Christophe Masseron, c'était pour la ville, et Nathalie Lignon, c'était pour le secteur des établissements. Un rapport qui donne 42 mesures sur 3 axes. La sensibilisation et la formation, avec une campagne de communication tolérance zéro qui sortira mi-décembre. Là aussi, il faut qu'on fasse comprendre à nos concitoyens qu'insulter un professionnel de santé, un agent d'accueil, ça n'est pas acceptable. Deuxième chose, formation initiale. Formation initiale et formation continue, mais comment on peut se former à la gestion de l'agressivité et la montée de l'agressivité. Ça existe. Et l'idée, là aussi, c'est de former un maximum de professionnels pour savoir que quand la pression monte, comment on peut essayer d'éviter que ça n'aille plus loin que la pression qui monte, comment on la gère. Premier axe. Deuxième axe, un enjeu important sur tout ce qui est la sécurité des bâtiments. Et on voit bien, quand les bâtiments sont bien conçus, parfois, je pense par exemple en ce qui vous concerne dans les services des urgences, quand ils sont bien pensés, on peut éviter, lorsqu'il y a un flux important, que la pression monte ou que des gens qui ne devraient pas se croiser se croisent, que les salles d'attente soient faites pour permettre aux gens qui attendent peut-être de savoir dans combien de temps ils vont passer. Enfin, voilà. Et tout ça, c'est important. Donc la sécurité à travers les bâtiments. Quand on construit une maison de santé pluriprofessionnelle, comment on conçoit ces bâtiments afin de se dire que si je me retrouve tout seul le soir parce que je travaille tard, comment je peux être sécurisé? Donc vidéoprotection, bouton poussoir. Pour les professionnels qui vont à domicile, les systèmes de géolocalisation et peut-être les petits boutons qui permettent de prévenir des collègues. J'essaye d'appeler les professionnels agressés. Lorsque j'en ai l'information, j'essaye de les appeler. J'en ai malheureusement, depuis 16 mois, appelé beaucoup trop. Ce qui est frappant
lorsqu'on appelle les professionnels qui vont au domicile, c'est rétrospectivement, alors je vais dire elles parce que c'était des femmes, elles m'ont tout dit la même chose, c'est, vous vous rendez compte, personne ne savait où j'étais quand ça s'est produit. Et ça, c'était assez marquant, notamment la jeune femme infirmière qui me dit, vous comprenez, au mieux j'étais violée, au pire j'étais morte. Oups. Alors une fois qu'on a ça au téléphone, on prend l'information, on la reçoit comme on peut, mais elle me dit, mais vous comprenez, personne ne savait où j'étais, parce que peut-être ma tournée avait duré un peu plus longtemps. Et donc ces systèmes qui existent, mais qui ne sont pas utilisés, va falloir les développer. Et là, on a tout un plan là-dessus. Et puis le troisième partie, c'est comment on accompagne les victimes. Et dans les établissements, j'ai été très souvent sollicité par des professionnels qui me disaient, moi j'ai peur d'aller porter plainte. Parce qu'il faut signaler, il faut aller porter plainte. Et donc l'idée, c'est d'obtenir que les managers que vous êtes pourront aller porter plainte, à la place des victimes. Je crois que c'était une forte demande. Et pour le secteur libéral, la création du délit d'outrage qui n'existait pas, parce qu'on dit c'est bien d'aller porter plainte, mais ça n'est pas suivi des faits. Et je vous passe toutes les facilitations vers lesquelles on devra aller pour permettre de porter plainte facilement lorsqu'on est professionnel de santé pour être reçu. Les conventions qui seront réactivées avec le ministère de l'Intérieur et de la Justice sont des choses sur lesquelles on doit pouvoir avancer. L'alourdissement des peines lorsqu'il y a des vols dans vos établissements, voilà, ce sont des propositions concrètes. Premier axe et première concrétisation, grande campagne qui sera proposée à tous les professionnels de santé sur la tolérance zéro. Les shootings sont en train d'être faits et donc on devrait pouvoir avancer. On va passer à la deuxième séquence sur les questions territoriales. Je me permets de rappeler que vous avez été à l'origine d'un plan dont on a donné votre nom, le plan Firmin-Lebaudot à l'été 2023. Je ne vais pas revenir dans le détail sur les différentes mesures, vous le ferez certainement à travers les questions. Mais je me permets de poser une question qui est concrète aussi sur nos territoires à toutes et tous, parce qu'ici on vient des quatre coins de la France. La permanence des soins sur les territoires, elle est aujourd'hui clairement questionnée. On a 15% de Français qui n'ont pas de médecin traitant au moment où on parle. Comment faire pour qu'il n'y ait pas de zone grise sans praticien dans les années à venir? Alors, comment faire? Non, mais je crois qu'il faut dire les choses. Il faut dire les choses très clairement. Alors, merci de me dire que ce plan portait mon nom. Non, c'est le résultat d'un travail collectif qui est porté par le ministère et qui sont là aussi des réponses pragmatiques. Et je le dis vraiment très sérieusement, mais aussi de façon très transparente. La situation dans laquelle nous sommes résulte de plusieurs facteurs. Un, c'est la faillite collective depuis des années sur le fait à la fois de ne pas avoir pris la mesure de l'enjeu démographique et de ne pas avoir supprimé plus tôt le numerus clausus. Deux, d'avoir fait, j'allais dire, des économies sur l'hôpital. Et les efforts qui sont faits depuis quelques années sur l'hôpital constituent le rattrapage de ce qui n'a pas été fait. Et donc, c'est pas bien vécu, mais malgré tout, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est très injuste parce qu'on met beaucoup d'argent, mais c'est évidemment toujours pas suffisant parce qu'on rattrape ce qui n'a pas été donné, entre guillemets, ce qui n'a pas été mis dans le système hospitalier depuis des années. Donc, 87% de la France est un désert médical. Et là-dessus est venue la crise sanitaire avec un phénomène sociétal qui fait que le rapport vie personnelle, vie professionnelle s'est profondément transformé. Et donc, un système de santé qui n'allait pas bien avant se trouve confronté aussi à ce phénomène sociétal avec des professionnels de santé qui disent « moi, je veux être un travailleur comme un autre ». Et donc, le schéma du médecin qui travaille 70 heures par semaine, qui exerce tout seul dans un village de 500 habitants, n'existera plus. Alors, est-ce qu'on ne fait rien? La réponse est non, parce qu'on a un devoir collectif de réponse. Ce n'est pas un jugement quand je dis l'équilibrage vie personnelle professionnelle, c'est vraiment factuel, c'est sociétal. D'ailleurs, les restaurateurs ne trouvent plus de gens pour travailler le samedi soir ou le dimanche midi, parce qu'on a envie d'être chez soi le week-end.
comme on a du mal comme vous avez du mal pour recruter la nuit. Mais les malades, voilà. Donc c'est pour ça que la revalorisation de 25% de la nuit, c'était vraiment un enjeu important. Il fallait donner un signal fort pour montrer la différence et pour vous permettre de recruter la nuit. Donc 87% de la France est un désert médical. Le numerus clausus a été supprimé en 2019, application 2021. Donc ça veut dire que pendant encore 8 ans, ça va être très difficile. Et je vais jusqu'à 12 ans compliqué. L'augmentation de 15% des médecins formés qui arriveront sur le territoire, les premiers effets ne seront que pendant 8 ans. Donc, on essaye d'apporter des mesures, dégager du temps médical, aller vers dans les territoires les plus reculés. J'étais dans l'Orne lundi et je peux vous dire qu'un médicobus, c'est bien vécu dans les petits villages où tous les lundis, on est sûr que là, il y a un médecin qui va pouvoir répondre aux besoins des habitants. Je peux vous dire que le maire, il était ravi du médicobus qui vient chez lui tous les lundis. Dégager, organiser les professionnels en ville pour créer le lien avec l'hôpital. Mais aussi, il faudrait que l'hôpital nomme des référents pour créer le lien avec la ville, parce que le lien ville-hôpital, c'est nécessaire. Et puis, comment on organise cette permanence des soins pour qu'elle ne repose pas toujours sur les mêmes. Et donc, la généralisation du service d'accès aux soins qui permet ce lien, j'allais dire, ville-hôpital, qui permet de réguler l'accès aux urgences. Et il a des effets assez intéressants, d'ailleurs, ce service d'accès aux soins. Parce qu'il permet de réguler l'accès aux urgences, mais il permet aussi de réguler l'accès à la médecine de ville. 30% des appels qui passent par le 15 ne nécessitent même pas un passage chez un médecin traitant en ville. Ça veut dire que cette personne-là, si elle n'était pas passée par le 15, serait venue aux urgences pour rien. Donc là, voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment de territorialiser et de permettre que sur chaque territoire, et là, la généralisation du service d'accès aux soins qui avait été promise pour fin 2023 sera pratiquement faite, puisque tous les départements et tous les gros hôpitaux auront un service d'accès aux 15. Lorsque c'était déjà organisé avec une façon différente, l'idée, c'est de ne pas perturber ce qui marchait déjà bien, hein. Dans certains territoires, ça marchait déjà bien. Alors justement, dans la continuité de vos propos, certains départements ont mis en place une régulation des urgences. On ne peut pas se présenter dans certains départements, par exemple en Pays de Loire, la nuit et les week-ends, sauf faire de ma part, en tout cas la nuit c'est certain, sans avoir appelé préalablement le 15 ou le SAS lorsqu'il existe. Bref, il y a une régulation des urgences. Est-ce que c'est un système pérenne? Est-ce que c'est un système qu'il faut développer sur l'ensemble du territoire français? Eh bien, moi, je pense qu'il faut poser la question sans tabou aucun. D'abord, avant les problématiques de médecins et de médecine de ville qui reposent sur les urgences, il y a déjà des médecins urgentistes qui, eux, demandaient la régulation par le 15. C'était déjà quelque chose qui était demandé. Est-ce que c'est... D'abord, je pense que ce sera intéressant de l'évaluer. Moi, je n'ai pas d'avis tranché. Je pense que ce ne sera pas à nous de trancher. Pour le coup, ça devra résulter d'une espèce de grande consultation. Mais moi, je pense qu'il faut poser la question sans aucun tabou. Sans aucun tabou. Parce que ça n'est pas infantiliser nos concitoyens de dire qu'il faille appeler le 15 avant de se déplacer. C'est aussi une façon de dire que le 15, c'est les urgences. Et les urgences, ça veut dire quelque chose. Les urgences, ça veut dire quelque chose. Elles ont été largement, j'allais dire, dépassées parce qu'il fallait répondre aussi à la problématique de la médecine de ville. Mais le fait de devoir appeler le 15 permet aussi parfois, avant de se déplacer, de sauver des vies. Parce que quand vous êtes obligé d'appeler le 15 et que potentiellement vous êtes en train de faire votre infart, c'est mieux de ne pas être en voiture pour arriver directement dans le service des urgences. Et si vous avez appelé, là pour le coup, le système de... Il y a plusieurs cas qui sont, c'est pour ça que je le dis, parce que qui sont donnés comme ça. Donc moi je le redis, c'était une question qui était déjà posée par les urgentistes avant la situation difficile dans laquelle nous sommes actuellement sur la problématique de la démographie médicale. Moi, je pense qu'il faut se poser la question. En tout cas, est-ce qu'il faut que ce soit de façon, j'allais dire, unique sur le territoire? Je ne sais pas non plus. Est-ce qu'il faut que ce soit que la nuit et pas le jour? Voilà, je pense que la question mérite débat. Et en tout cas, faut la poser sans aucun tabou. Et quand nous aurons retrouvé un équilibre démographique
qui nous permettra de désengorger les urgences, je pense qu'on pourra se poser la question. Mais la vertu que j'y vois à ça, c'est aussi d'expliquer à nos concitoyens ce que sont les services d'urgence. Et c'est aussi une façon d'expliquer que la santé n'est pas un bien de consommation comme un autre. Voilà, je pense que ça a cette vertu-là. C'est la même chose que quand je prends un rendez-vous chez un médecin, eh ben, j'y vais, par exemple. Pour permettre un meilleur fonctionnement à l'hôpital comme sur les territoires, beaucoup de choses ont été faites ces dernières années pour ce qu'on a créé, ce qu'on a inventé, les infirmières en pratique avancée. Et c'est d'ailleurs une belle avancée pour notre système de santé. Ne pensez-vous pas qu'il faille aller plus loin, plus vite? Et le cas échéant, comment faire? En écoutant les questions, je me dis que j'ai que des sujets faciles. Non, je vais pas les prochaines. Alors, moi, je crois d'abord beaucoup aux infirmières en pratique avancée. D'abord, en termes d'attractivité et d'évolution de carrière, on voit bien que les infirmières de pratique avancée, ça permet de se dire à un moment donné, je peux franchir un pas et me spécialiser plus particulièrement dans quelque chose. Très clairement, les infirmières en pratique avancée en établissement, ça marche mieux qu'en ville. Les infirmières en pratique avancée en ville, ça ne marche pas. Il faut se le dire, on n'a pas réussi à trouver le modèle économique. Ça ne marche pas pour une bonne raison. C'est parce que le binôme dont je rêve, médecin-infirmière, eh ben, il n'est pas encore vraiment constitué. Il ne marche pas vraiment comme le binôme ophtalmo-orthoptiste fonctionne. Le binôme médecin-infirmière ne marche pas si bien que ça. Et le binôme médecin-infirmière en pratique avancée, on ne peut pas dire que ça marche vraiment. Donc, le modèle en ville ne marche pas suffisamment. Et donc, c'est difficile de dire à des professionnels, formez-vous, alors qu'on sait très bien que ça ne fonctionne pas. À l'hôpital, ça fonctionne bien. Le modèle qui fonctionne bien, ce sont les infirmières en pratique avancée en santé mentale. À mon avis, ce n'est pas pour rien, mais ça fonctionne plutôt très, très bien. Donc oui, il faut aller encore plus loin. Il faut faire connaître cette possibilité. Et il faut offrir aussi la possibilité, parce que moi, je pense que les infirmières en pratique avancée en ville, elles ont aussi une place à prendre. Il faut permettre l'exercice mixte, libéral, salariat. Et là aussi, on a beaucoup à apprendre. Et peut-être collectivement, et vous, les managers que vous êtes, à apprendre aussi à créer ces passerelles et ces flexibilités, parce que c'est demandé par de plus en plus de professionnels. Il faut qu'on soit collectivement beaucoup plus agile sur ces nouveaux modèles souhaités, exercice ville, hôpital, salariat, libéral. Il faut qu'on développe ces modèles-là. Et les IPA, pour le coup, sont peut-être les professions avec lesquelles on devrait pouvoir avancer le plus vite. Alors après, est-ce qu'il faut des IPA dans d'autres secteurs? La question a été posée. Certains évoquent la gériatrie. Mais ça veut dire qu'on passe, avec la gériatrie, ça veut dire qu'on passe à autre chose. On passe d'une spécialisation populationnelle à plutôt une spécialité type maladie chronique ou santé mentale. Et les IPA ne sont pas toutes d'accord entre elles non plus sur ce sujet, mais c'est un vrai sujet. S'il faut avancer, vous avez les deux bouts de la chaîne, les IPA en gériatrie et les IPA petite enfance ou pédiatrie. Je pense que c'est des questions qu'on doit se poser, sur lesquelles on devra avancer. Mais moi, je crois beaucoup aux IPA, et dire aussi que là aussi, on a un problème d'information sur la prise en charge de la formation. Alors, c'est difficile de se former pendant 2 ans lorsqu'on est professionnel et qu'on veut aller, à la fois pour vous les managers, laisser partir des professionnels qui sont des denrées rares, aller se former, c'est pas simple. Et puis pour celles qui sont en libéral, aller se former et avoir des revenus qui baissent, c'est pas simple non plus. Là, pour le coup, les régions et les ARS accompagnent financièrement les formations. La difficulté pour vous, managers, c'est comment gérer la pénurie d'un professionnel qui veut se former sur son temps de travail, normalement. Là, c'est pas simple. Donc, peut-être développer aussi, pour certaines matières, la visio, qui doit être un moyen aussi de pouvoir faciliter l'accès à la formation. Toujours sur les territoires, ça fait partie des points de désaccord. Il en existe bien sûr entre le gouvernement et le SMPS. Sinon, ce ne serait pas drôle. Voilà, bien sûr. Et
Vous savez, je le partage avec les collègues, il y a une régulation de l'installation médicale dans la quasi-totalité des pays d'Europe occidentale, l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne. Nous connaissons la position du gouvernement et de la majorité parlementaire, mais ne pensez-vous pas qu'à un moment ou à un autre, nous devrons quand même rouvrir ce débat et inéluctablement, nous y arriverons? Alors, comment dire? La question est orientée, mais la réponse va être très claire. Le gouvernement a une ligne très claire sur le sujet. Alors, la question ouvre une porte, un moment ou à un autre. C'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment. Très clairement, c'est pas le moment d'ouvrir le débat. De toute façon, le principe de la démocratie, c'est que les débats ont lieu tout le temps et c'est très bien d'en discuter. Le faire maintenant, c'est clairement pas le moment. Et puis, vous avez cité les pays. J'imagine que puisque vous les citez, vous avez bien regardé ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont tous en train de rétropédaler sur ça. Ils sont tous en train de rétropédaler parce que ça marche pas. Et est-ce que vraiment vous pensez que si ça marchait si bien que ça dans ces pays-là, nous n'essayerions pas? Non. Alors, c'est vraiment pas le moment. C'est vraiment pas le moment pour plein de raisons. D'abord, quand on parle de régulation, alors attention, quand on parle de régulation, c'est pas la même chose que l'obligation, c'est pas la même chose que la coercition. Hein. Votre question, c'était la régulation. Réguler le néant, 0 fois 0, on m'a toujours dit que ça fait 0. Moi, à l'école, on m'a appris ça. Et de réguler un territoire qu'on dirait pas surdoté, parce qu'il n'y a pas de territoire surdoté. Je crois qu'il faut sortir de ce cliché. 87% de la France est un désert médical. Il y a des territoires qui sont un tout petit peu mieux dotés que d'autres. Mais quand on dit un tout petit peu mieux dotés, ça ne veut pas dire qu'ils répondent aux besoins de leur territoire. Donc retirer un professionnel pour aller le mettre dans le territoire d'à côté, qui serait un peu moins bien doté, c'est ce territoire-là qui deviendrait un peu moins bien doté en professionnels de santé. Donc c'est pas le moment, très clairement. Je dis assez clairement que ceux qui portent ce sujet, il y a 10 ans, auraient pu le faire. Peut-être il y a 10 ans, on aurait pu le faire. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. On ne prend pas ce genre de mesures quand on n'a pas les professionnels pour le faire. Alors après, je peux vous redire c'est pourquoi ça ne marche pas. Allez dire à un médecin retraité qui veut bien nous accompagner, qui veut bien continuer à bosser, que plutôt d'exercer là où il a envie, on va l'envoyer exercer à 100 km. Il ne va pas le faire. Il dit, moi je suis retraité, je veux bien vous aider. Je ne vais pas aller m'enquiquiner, aller exercer à 100 km alors que je veux bien vous aider là. Donc du coup, on a perdu notre médecin retraité. Le risque, c'est le départ à l'étranger des professionnels qu'on inciterait à aller exercer ailleurs. Le risque, c'est déconventionnement. En termes d'accès aux soins, c'est pas bon, le déconventionnement, très clairement. Et le risque pour moi majeur, et c'est pas parce que des gens vous disent non qu'il ne faut pas le faire, mais à l'heure où on se parle, je pense qu'il est important d'écouter la jeunesse. La majorité des jeunes étudiants, j'ai pas dit tous, hein, la très grande majorité des jeunes étudiants en formation vous disent, si vous faites ça, on fera autre chose. On fera autre chose. Et la génération à laquelle j'appartiens n'aurait pas eu ce courage, mais eux, ça ne leur pose pas de problème. Ça leur pose 0 problème. Ils ont fait 10 ans d'études, ça ne les gêne pas d'aller faire autre chose. Donc là, on aura perdu sur toute la ligne. Donc, puisque votre question difficile, laisser une porte sur un moment ou à un autre, la réponse, c'est pas le moment. Et puis, ceux qui seront là dans 10 ans, comme ils auront la chance d'avoir 15% de médecins supplémentaires, ils pourront peut-être y réfléchir. Merci. Sur la permanence des soins, les ministères, le gouvernement, l'État de manière générale, comme l'ensemble des personnels hospitaliers, s'accordent sur la nécessité d'avoir une meilleure répartition de la permanence des soins entre privé et public sur les territoires. Ma question, c'est que cette belle doctrine, ce bel axiome, on le partage tous, y compris avec nos collègues qui travaillent dans les ARS ou au ministère. La question, c'est comment y parvenir? Comment envisagez-vous, Madame la Ministre, de réussir à arriver à cette meilleure répartition de la permanence des soins entre privé et public qui ne fonctionne que très peu sur les territoires? Alors là, je
je crois être aussi clair que la réponse précédente. Il faut que chacun prenne sa part, sans aucun problème et sans aucun état d'âme. Chacun doit prendre sa part. D'ailleurs, pendant la crise sanitaire, le lien public-privé s'est fait assez facilement. Et alors assez facilement dans certains territoires, pas tous. Mais chacun doit prendre sa part. Il y a des endroits dans lesquels il n'y a pas de privé, dans ce cas-là, il n'y a pas de sujet. Les endroits dans lesquels il y a du privé, chacun doit pouvoir prendre sa part à la permanence des soins. C'est ce que porte Frédéric Valtou avec la création des CTS. Il faut que cette permanence des soins, elle soit organisée avec le privé. Il n'y a pas de raison que le privé ne prenne pas sa part à la garde des soins. La permanence des soins, c'est une nécessité. Comme on voit de plus en plus, et là vous avez un rôle important à jouer, et le gouvernement et l'État ont un rôle aussi, j'allais dire, d'accompagnateur dans cette nouvelle façon de penser. Je crois qu'ils n'ont plus, comme il ne faut pas avoir de tabou sur est-ce qu'il faut appeler le 15, il ne faut pas avoir de tabou sur le lien public-privé de façon régulière. J'étais à Dourdan samedi matin, inauguré un IRM dans un cabinet privé. Et ben, le directeur de l'hôpital public est partenaire de l'installation de l'IRM. C'est nos logiciels de pensée qu'il faut changer. Pendant que ça va mal, c'est la période dans laquelle nous sommes, hein, on est en crise et on doit apporter des solutions. Tout ce que nous construirons servira pour la suite quand ça ira un peu mieux. Et donc, il ne faut pas avoir de tabou. Et je le redis très clairement, le privé doit prendre sa part dans la permanence des soins. Il faut l'organiser. C'est une demande qui est faite aux ARS. Il faut l'organiser. Il faut qu'elle soit organisée. J'allais dire, pour le coup, il faut qu'elle soit institutionnalisée. Il n'est pas normal que quand il y a du privé sur le territoire, je dis bien quand il y a du privé parce que ce n'est pas le cas partout, ils ne prennent pas part à la permanence des soins, très clairement. Donc ça veut dire, Madame la Ministre, qu'on peut imaginer demain que les CTS ont un pouvoir de contrainte, le cas échéant, sur la participation du privé à la permanence des soins. Alors, avant la contrainte, c'est bien de savoir discuter. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est bien. Mais on discute beaucoup, Madame la Ministre. Mais il faut l'organiser. Non, mais avant de se dire c'est une contrainte, c'est-à-dire que ça s'organise. Et moi, je ne veux pas faire de procès d'intention à la bonne volonté du privé lorsque c'est organisé, de pouvoir prendre sa part à la permanence des soins. Mais si à un moment on ira, mais je pense qu'il faut d'abord l'organiser. Et quand c'est pas organisé, bah c'est assez facile de dire allez, on ne savait pas. On arrive au bout de ces 45 minutes déjà dépassées d'échanges ici avec nous et on vous en remercie. Une question bonus qui dépasse la question des travaux pour la santé. Un joker. Mais bien sûr, toujours. Mais vous pouvez aussi répondre. Et il y a un chantier très important pour les managers de santé dans leur globalité, ici représenté. C'est la force du SMPS d'être ouvert à tous les managers de santé. D'un point de vue salarial, et d'ailleurs, Monsieur le ministre Stanislas Guerini nous a fait un message ce matin. C'est lui qui a répondu, j'espère. Non, il n'a pas parlé ce matin, donc c'est pour ça j'en profite. C'était à lui qu'il fallait poser la question. On pourra lui poser, vérifier, bien sûr, votre réponse ensuite, mais on compte sur vous pour nous donner des éléments éventuellement maintenant. Il y a un chantier important, comme vous le savez, de réforme, je simplifie pour les collègues, du régime indemnitaire de l'ensemble de la fonction publique hospitalière, qui sera aussi appliqué, bien sûr, à l'ensemble des managers, ce qu'on appelle le RIFSEP. Synthétiquement, c'est une autre machinerie, une simplification, mais au-delà de la simplification, le SMPS y voit un moment important qui peut permettre de réussir à valoriser au niveau indemnitaire l'ensemble de la ligne managériale au niveau de leur responsabilité. Je m'explique, Madame la Ministre, et c'est des exemples que je donne régulièrement. Vous le savez, un attaché d'administration hospitalière gagne entre 300 et 1 200 euros bruts de moins par mois que son homologue de la territoriale et l'État. Et c'est une question indemnitaire. Sur les ingénieurs hospitaliers, il y a une belle réforme qui a été portée par le gouvernement, on vous en remercie, et portée aussi par le SMPS depuis maintenant 10 ans, qui va permettre de rattraper, pour les ingénieurs hospitaliers,
l'indiciaire par rapport à la FPE, la FPT, mais il reste un gros écart indemnitaire qui d'ailleurs est entre 300 et 3 000 euros par mois. Donc ce n'est pas des petites questions, alors qu'il n'y a aucune raison, on me permet de le redire avec les collègues, qu'un ingénieur hospitalier soit moins rémunéré qu'un ingénieur qui travaille dans le département, dans une commune, qu'un responsable des ressources humaines d'une boutique de 1000 collaborateurs, un hôpital, soit moins rémunéré que le responsable des ressources humaines d'une commune qui a moins de collaborateurs à gérer. Donc on demande juste que ce soit l'occasion d'avoir une mesure d'égalité ou d'équité interfonction publique. C'est l'occasion. On participe au groupe de travail avec l'UNSA, que je remercie, qui est dans la salle à travers son secrétaire national, Yann Le Baron, qui nous a rejoints. Pour l'instant, les travaux sont essentiellement sur la machinerie. Est-ce que ce sera bien l'occasion, Madame la Ministre, d'avoir une enveloppe budgétaire et de rattraper le retard qui, à notre sens, nous, à SNPS, est dû à l'ensemble des managers de santé? Alors, je crois que c'est le moment que je prenne mon joker, non? Non, je vais pas. Non, mais je vais. Vous l'avez très bien expliqué. D'ailleurs, il y a on est bien dans la logique de ce que je disais tout à l'heure. On est toujours dans du rattrapage et dans du retard. D'abord, c'est important que le chantier soit lancé. Ça me semble déjà être un sujet important. Je n'ai aucun doute sur le fait que si mon collègue a lancé le chantier, c'est bien avec. C'est pas pour arriver à rien à la fin. Est-ce que ce sur quoi vous allez aboutir vous satisfera? Je ne vais pas répondre à sa place parce que pour le coup, mais le fait que le chantier soit lancé, ça me paraît déjà un signal important sur la reconnaissance de l'engagement qui est le vôtre. Et on le dit, et j'essaye de le dire assez souvent, mais c'est vrai que lorsqu'on parle d'établissement, on pense tout de suite uniquement aux professionnels soignants et on oublie trop souvent, tous les professionnels qui travaillent et qui permettent à ce que les soignants puissent travailler. Les managers en font partie. Donc, je ne vais pas vous dire la réponse oui, le retard va être comblé. Est-ce que ce chantier a été ouvert pour arriver à rien? Je ne crois pas. Mais vous redire aussi que cette multitude de fonctions publiques ne facilite pas la lisibilité. Et vous dire aussi, en ce qui concerne les décisions qui seraient prises, elles ont forcément un impact sur un budget qui s'appelle le PLFSS. C'est sur le budget de la sécurité sociale. Et vous dire que le PLFSS, c'est notre système de protection sociale. Et je terminerai là-dessus en étant positive. Notre système de protection sociale, c'est quand même ce qui fait notre fierté, qui repose sur la solidarité. Et le système de protection sociale, c'est un gros gâteau, accessoirement, qui fait quand même plus de 650 milliards, avec ses 5 branches, dont la branche santé, qui fait 252 milliards. La branche santé, c'est 252 milliards. Et ce gros gâteau, il faut se le partager. Il faut le partager. Et ce gros gâteau, il est difficile à expliquer parce que très régulièrement, il augmente. Je le dis parce qu'avec les mesures, notamment du Ségur, il a augmenté de plus de 57 milliards depuis 2017. C'est pas rien, hein, 57 milliards depuis 2017. Et quand on parle de ce fameux PLFSS, puisqu'on est en plein dedans, on entend uniquement les économies qu'il faut faire pour éviter que ce gros gâteau de 250 milliards concernant la santé ne dérive trop haut, parce que la santé, c'est une logique de guichet. C'est ça qui n'est pas simple. Donc, ça ne veut pas dire que la réponse sera non à la question que vous posez, mais de dire que l'impact d'une mesure nécessaire, je reviens à l'impact de la mesure qu'a annoncée la Première ministre, d'augmentation de 25% pour les professionnels non médicaux des indemnités de nuit, c'est 1,2 milliard. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une mesure est prise, l'impact sur le budget qui résulte de nos cotisations, il est énorme financièrement. Donc, il faut être en mesure, j'allais dire, de le mesurer, de savoir quel impact il aura sur ce gros gâteau qui permet à notre système de santé de continuer à reposer sur le principe de solidarité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien, hein, mais j'essaye d'expliquer la mécanique de les mesures qui sont prises, où elles ont l'impact
Ce qui concerne la santé, c'est dans le PLFSS. Et que derrière, évidemment, hein, quand on pense à soi, ça ne fait pas beaucoup. Quand on dit 100 €, ça ne fait pas beaucoup. Mais multiplié par le nombre de professionnels, sur le budget qui est le nôtre, ça fait ça. Donc, se réjouir que le chantier soit lancé pour la reconnaissance du travail qui est le vôtre, vous dire ce à quoi il aboutira en monnaie trébuchante, la réponse, je ne la connais pas et je ne suis pas sûre d'ailleurs que personne ne la connaisse au stade de vos travaux. Merci Madame la Ministre. Nous avons fini ces questions. J'en profite juste pour vous dire qu'on compte sur vous aussi, bien sûr, pour obtenir la transposition des statuts des administrateurs d'État chez les directeurs d'hôpitaux. C'est en cours, hein, Monsieur le ministre Stanislas Guerini nous en a parlé ce matin, et que le SMPS sera attentif pour qu'il y ait une transposition complète qui permettra les mobilités interfonctions publiques, on y croit, on y est favorable, qui permettra la juste reconnaissance de nos métiers au sein de ce beau service public hospitalier. Madame la ministre, je vous remercie infiniment pour cette heure passée ensemble. C'est passé vite. Merci beaucoup à vous. J'ai commencé la semaine avec les cadres de santé au Havre. Je termine avec vous, les managers, et je suis... ah bah voilà, ils sont là, les cadres de santé. Ils ont un bon goût, ils sont venus au Havre pour leur... voilà, terminer, pas la semaine, mais terminer ce soir avec vous. Je vous le redire, l'hôpital fonctionne grâce à tous les professionnels qui y travaillent, et je pense que c'est important de le dire. Donc merci au travail que vous faites et au les cœurs.